Gadel 24 News, il est 19h. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de l'actualité. À la une ce soir, l'entité sioniste continue de tout détruire sur son passage. Au moins 14 Palestiniens, dont des enfants, sont tombés en martyrs dans des bombardements sur un camp de déplacés au sud de Gaza. Alors que l'ONU a officiellement décrété l'état de famine à Gaza, l'Algérie condamne fermement les politiques imposées au peuple palestinien et appelle le Conseil de sécurité à assumer ses responsabilités pour faire échouer le projet expansionniste sioniste. Nouvel échec du Maroc visant à diviser l'unité africaine. Les participants à la 9e session du Conseil international de Tokyo pour le développement de l'Afrique refusent de céder aux caprices du Merzen dans une tentative désespérée d'exclure l'État sahraoui. La guerre continue de déchirer le Soudan. De nouveaux affrontements ont éclaté entre l'armée et les forces de soutien rapide au sud de la ville d'El Fasher, capitale de l'État du Darfour du Nord. Et enfin en France, le mouvement Bloquons tout prend de l'ampleur. Désormais soutenu par la quasi-totalité des partis de gauche et plusieurs syndicats, cette mobilisation citoyenne prévue pour le 10 septembre fait de plus en plus parler d'elle. Bonsoir à toutes et à tous, ce 687e jour en plein cauchemar pour les Palestiniens de Gaza. Le bilan macabre de cette agression génocidaire continue de grimper minute après minute. Il s'est alourdi ce samedi à 62 622 martyrs et 157 673 blessés, dont en majorité des femmes et des enfants. Selon les autorités palestiniennes de la santé, les corps de 61 civils et 308 blessés sont arrivés dans les hôpitaux de la bande, et ce au cours des dernières 24 heures. Et depuis l'aube de ce samedi, pas moins de 14 Palestiniens, dont 6 enfants, sont tombés en martyrs dans des bombardements ayant ciblé des camps de déplacés à Khan Younes, au sud de la bande. Plusieurs personnes endeuillées se sont rassemblées ce matin à l'hôpital Nasser pour faire leurs adieux à leurs proches. Inconsolables, ils déplorent le fait qu'aucun endroit ne soit sûr dans la bande. Tuer des enfants, c'est interdit. Ne sont-ils pas innocents pour mourir? C'est interdit. Nous appelons les pays arabes à nous soutenir. Gaza a été complètement détruite. Certains ont perdu leur maison, d'autres leurs enfants, d'autres encore leurs proches. Ils ont été pris pour cible en pleine nuit alors qu'ils se trouvaient dans leur tente. Tous étaient déplacés, enfants, femmes et personnes âgées. Ils ont été pris pour cible en pleine nuit alors qu'ils se trouvaient dans leur tente. Il n'y a aucune action militaire, contrairement à ce qu'affirme l'occupation. Et le ministère palestinien de la Santé à Gaza a annoncé la mort de 8 personnes, dont 2 enfants, en seulement 24 heures des suites de la famine qui sévit depuis plusieurs mois dans la bande. Dans un communiqué publié ce samedi, le ministère a indiqué que le nombre de victimes de la famine et de la malnutrition aiguë s'élevait à présent à 281 morts, dont 114 enfants. Et comme vous le savez, Madame, Monsieur, l'ONU a officiellement déclaré hier l'état de famine dans la bande de Gaza, une situation inédite dans toute la région, en particulier lorsqu'on sait que le plus condamnable est le fait que cette famine totale n'est pas le résultat de circonstances exceptionnelles, mais bien le fruit d'une planification et d'une stratégie sioniste.
La famine qui a été déclarée n'est en rien étrangère au projet de déplacement et de réoccupation de Rafah, ni à ce qui est désormais connu sous le nom de Grand Israël. Dans ce contexte, l'Algérie condamne fermement ces politiques imposées au peuple palestinien et appelle la communauté internationale, en particulier le Conseil de sécurité de l'ONU, à assumer ses responsabilités dans l'action collective nécessaire pour faire échouer ce projet expansionniste, tout en préservant les fondements de la solution à deux États comme pilier de tout règlement juste, durable et définitif du conflit. Alger a par ailleurs réaffirmé son engagement à poursuivre ses efforts diplomatiques visant à soutenir le peuple palestinien et à mettre fin à cette catastrophe humanitaire sans précédent. La famine qui fait actuellement rage dans l'enclave palestinienne va probablement s'étendre. C'est ce qu'a déterminé un observateur mondial de la faim. Le système intégré de classification de la sécurité alimentaire indique que 514 000 personnes, soit près d'un quart des Palestiniens dans l'enclave, souffrent de famine et que ce nombre devrait atteindre 641 000 d'ici la fin septembre, précisant qu'environ 280 000 de ces personnes se trouvent actuellement au nord de la bande. WFP's Director of Food Security and Nutrition Analysis Service. Currently, famine IPC Phase 5 exists in Gaza Governorate. Actuellement, la famine est classée phase 5 de la classification la plus sévère du système intégré de classification de la sécurité alimentaire dans le gouvernorat de Rafah et dans toute la bande. Plus d'1 million de personnes sont confrontées à des conditions catastrophiques. Un peu plus d'1 million de personnes, soit 54% de la population, sont confrontées à une situation d'urgence de phase 4. D'ici fin septembre 2025, la famine devrait s'étendre au gouvernorat de Deir el-Balah et Khan Younes. Pendant cette période, un tiers de la population de la bande de Rafah, soit près de 641 000 personnes, devrait être confrontée à des conditions catastrophiques. Et selon le directeur de la sécurité alimentaire et de l'analyse nutritionnelle du PAM, depuis la création de l'IPC il y a plus de 20 ans, c'est seulement la 5e fois qu'une famine, qui plus est de cette ampleur, est confirmée. On écoute. What we're witnessing right now is the most significant deterioration. Nous assistons actuellement à la plus importante détérioration des conditions de sécurité alimentaire et nutritionnelle depuis le début de l'analyse de Rafah par l'IPC. Depuis la création de l'IPC il y a plus de 20 ans, c'est seulement la 5e fois qu'une famine est confirmée. Il y a eu une en Somalie en 2011, une au Soudan du Sud en 2017, une autre au Soudan du Sud en 2020, puis une autre au Soudan en 2024. C'est donc un moment historique. Nous avons également 2 famines simultanées à Rafah et au Soudan. Avoir 2 famines en même temps, c'est absolument sans précédent. Et c'est aussi la première famine confirmée au Moyen-Orient. La situation actuelle à Rafah exige une réponse d'une ampleur et d'une urgence sans précédent. What we have in Gaza right now demands a response on a scale and urgency we have not seen before. Et pourtant, cette famine est bien évitable. Le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et coordonnateur des secours d'urgence de l'ONU, Tom Fletcher, a averti vendredi que Rafah était confrontée à une grave famine causée par les restrictions sionistes et l'obstruction de l'aide humanitaire, annonçant que les seuils de privation alimentaire extrême, de malnutrition aiguë et de décès liés à la faim ont largement été dépassés. Soyez assurés que ce témoignage est irréfutable. C'est une famine, la famine de Rafah, une famine que nous aurions pu éviter si on nous l'avait permis. Pourtant, la nourriture s'accumule aux frontières à cause des obstructions systématiques d'Israël. C'est une famine à quelques centaines de mètres de la nourriture, dans une terre fertile. It is a famine within a few hundred meters of food. In a fertile land. Et alors que la menace d'un déplacement massif des populations vers le sud de l'enclave pèse au-dessus des Gazaouis comme une épée de Damoclès, ces derniers continuent de croiser les fers et d'affronter une mort certaine chaque jour que Dieu fait pour un sac de farine ou de riz. Souila Klal. Sur une palette improvisée en civière, un blessé évacué par des civils.
Dans ce terrain hostile, les balles sionistes fusent et le danger est partout. Mais qu'importe, les habitants de Raza n'ont d'autre choix que de risquer leur vie pour 1 kilo de farine ou de riz. Au milieu de ce chaos, beaucoup repartent bredouille alors que la famine continue de faire des ravages. Je suis venu chercher à manger et à boire pour mes enfants. Malheureusement, des êtres humains meurent pour rien. Pourquoi un trentenaire comme moi court-il après 1 kilo de lentilles ou 1 kilo de farine ? Je suis venu ici pour apporter de la nourriture à mes enfants, mais je n'ai rien pu obtenir à cause du grand nombre de personnes et de la difficulté de la situation entre les fusillades et les camions qui écrasent les gens. Une marée humaine à bout de force revient du champ de bataille d'une distribution d'aide. Un face-à-face déloyal entre une armée impitoyable et des civils affamés qui vivent sous la menace d'un déplacement massif forcé. Dernière lubie de Netanyahou qui veut resserrer l'étau sur les Razaouis pour avoir la main mise sur l'enclave palestinienne. Nous avons été déplacés 12 fois, mais aujourd'hui, le mot déplacement nous terrifie. Car nous n'avons aucune capacité, ni financière, ni matérielle. Et nous n'avons plus rien pour construire des tentes ou des maisons. Nous sommes très fatigués. Ils nous tuent de toutes les manières. Ni les images d'enfants émaciés ou morts de malnutrition, ni le rapport de l'IPC qui confirme la famine à Raza ne semblent en mesure de faire reculer l'entité sioniste qui lance de vastes opérations terrestres, une escalade qui ne fera qu'aggraver la crise humanitaire et la famine dans l'enclave. Les étals de marché vides dans la bande ne font que confirmer l'état d'alerte. Alors que les denrées alimentaires sont introuvables, les familles luttent chaque jour pour leur survie. Entre pénurie et explosion des prix, la population civile paie le prix fort. Maria Scheuer. Les marchés de Raza, autrefois animés par les cris des vendeurs et les allées pressées des familles, ne résonnent plus que du silence. Là où s'alignaient des étals débordant de fruits colorés et de légumes frais, il ne reste que des tables vides recouvertes de poussière. Le marché manque de produits comme la viande. Elle est totalement absente depuis environ 4 à 5 mois, voire plus. Les œufs sont complètement absents, tout comme le lait et les compléments alimentaires. On n'en trouve plus. Or, ce sont des aliments de base dont le corps a besoin. Aujourd'hui, les prix sur le marché sont généralement en dollars. Le kilo de farine coûte 150 shekels, soit environ 70 à 80 dollars. Qui peut se permettre 70 à 80 dollars? Pendant que je réfléchis à mon déplacement, comment puis-je prendre mes bagages et aller acheter de la farine? Aujourd'hui, aucun citoyen ne peut se procurer les produits de première nécessité, faute de ressources. La famine s'installe, les marchés sont vides, les denrées de base ont disparu. La viande, les œufs, le lait ne sont plus qu'un souvenir. La farine, quand elle existe, s'échange à prix d'or et l'immense majorité des habitants n'a plus les moyens d'acheter quoi que ce soit. Les hôpitaux, eux, sont bandés par des cas de famine sévère, notamment chez les enfants. Des centaines de milliers de personnes vivent dans des conditions très difficiles en raison d'une malnutrition extrême, notamment chez les enfants. Cela entraîne des complications et des décès dus à la famine et au manque de nourriture. Raza connaît une véritable famine généralisée. Dans les rues, les marchés vides racontent le génocide en cours. Sur le sol, 3 ustensiles, un saladier, une assiette et un verre pour toute une famille nombreuse. 3 objets dérisoires pour dire que Raza connaît une véritable famine généralisée. En France, les pressions en faveur de la cause palestinienne se multiplient. Lors des journées d'été des écologistes, la secrétaire générale du parti s'est longuement exprimée dans son discours d'ouverture sur les atrocités subies par les Palestiniens à Raza, qualifiant l'enclave de cimetière. Marine Tondelier a indiqué qu'il était de la responsabilité de la France de briser le blocus et de déployer efficacement des navires de la marine pour livrer de l'aide humanitaire, appelant le président français, je cite, à arrêter de livrer des armes à Israël, à mettre fin à l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël et à condamner avec la plus grande fermeté le projet de colonie sioniste. L'attaque d'air qui a déferlé sur la France en mettant les écologistes à la première urgence, bien sûr. C'est la proposition que nous avons faite dans une tribune en juillet dernier avec Cyril Châtelain, avec David Cormand, avec Guillaume Gontard et avec Aïssa Galmi.
Il est de notre responsabilité, de celle de la France, de briser le blocus et de déployer efficacement des navires de la marine française pour livrer de l'aide humanitaire avec l'aide de l'Europe. Et nous le demandons ici, devant vous et solennellement au président de la République, il est plus que temps d'agir, il est plus que temps d'arrêter de livrer des armes à Israël. On en parlait tout à l'heure en titre, les tentatives du Maroc visant à diviser l'unité africaine ont lamentablement échoué après que les participants à la 9e session du Conseil international de Tokyo pour le développement de l'Afrique, le TICAD, aient refusé de supprimer la phrase « les États membres de l'Union africaine » figurant dans le premier paragraphe de la déclaration finale du sommet, une expression qui a déconcerté la délégation marocaine et a révélé la vérité sous-jacente de son opposition à l'expression qui a été adoptée à l'unanimité dans une tentative désespérée d'exclure l'État sahraoui, membre fondateur de l'Union africaine de cette instance continentale, et de le priver de la possibilité d'assister aux réunions bilatérales de l'Union avec ses partenaires étrangers. Le Japon et les pays africains ont délibérément répété ces mots à plusieurs reprises pour exprimer leur refus de porter atteinte à l'Union africaine et à tous ses États membres. Ce qui est frappant dans ce sommet, ce sont les mesures de sécurité renforcées prises par les autorités japonaises pour protéger la délégation sahraoui, son drapeau et la bannière portant le nom de la République arabe sahraoui, afin d'éviter que l'agression de l'année dernière par la délégation marocaine ne se reproduise. Il semble que les agissements stupides et irréfléchis de certains diplomates marocains aient eu une incidence sur les mesures prises par le pays hôte, ce qui a attiré l'attention et l'intérêt de tous les participants à ce sommet sur la délégation sahraoui. Dans le reste de l'actualité, le scrutin pour l'élection des conseils municipaux libyens de la ville de Zaouïa dans l'ouest du pays a débuté ce samedi matin. La Haute Commission électorale nationale a confirmé que le scrutin qui concerne 7 municipalités se déroulait normalement selon le calendrier prévu. La Commission avait annoncé précédemment le report des élections à Zaouïa et sur la côte ouest à la suite des attaques perpétrées contre ces bureaux à la veille des élections qui se sont déroulées dans 26 municipalités sur 63. Dans ce contexte, la Commission électorale nationale libyenne a demandé au gouvernement d'union nationale de lui permettre de mener à bien les élections municipales dans les conseils qui ont été exclus du scrutin le 16 août dernier. Le président de la Commission, Ahmad Sayah, a déclaré ce samedi que l'organisme était prêt à organiser les élections dans 16 municipalités, tandis que dans une dizaine de municipalités du sud et de l'est du pays, toutes les étapes du processus devaient être recommencées, ce qui nécessiterait de reporter le scrutin à la fin de l'année. Nous appelons une nouvelle fois le gouvernement libyen à permettre et à faciliter le travail de la commission afin qu'elle puisse au moins finaliser les municipalités déjà prêtes pour le jour du scrutin. En effet, 16 municipalités dont les électeurs sont disposés à se rendre aux urnes sont concernées. Il est donc nécessaire d'achever ce processus. Cependant, pour les autres municipalités, malheureusement, le délai s'est trop prolongé et il est indispensable de reprendre l'ensemble des étapes du processus électoral. Cela implique que ces 10 municipalités environ soient reportées pour la 3e phase qui débutera au cours du dernier trimestre de cette année. Guerre au Soudan, des sources militaires soudanaises ont révélé que des affrontements qualifiés de violents avaient éclaté entre l'armée et les forces de soutien rapide au sud de la ville d'Al-Fasher, capitale de l'État du Nord Darfour. Ces sources ont confirmé ce samedi aux médias locaux avoir entendu des explosions et des tirs d'armes lourdes, alors que depuis plusieurs semaines, Al-Fasher est le théâtre d'attaques répétées des FSR qui, selon les rapports de l'ONU, ont fait au moins 90 morts, tandis que l'armée repousse les attaques et tente de lever le siège de la ville. Au Conseil de sécurité de l'ONU vendredi, la sous-secrétaire générale pour l'Afrique, Martha Hamaki Apobi, a déclaré que les hostilités dans l'est de la République démocratique du Congo se poursuivaient, et ce malgré les progrès réalisés sur le front diplomatique. Elle a déclaré que le nombre de victimes civiles continuait d'augmenter et que les violences sexuelles liées au conflit persistent dans l'indifférence générale.
ajoutant que les travailleurs humanitaires risquent leur sécurité en fournissant de l'aide dans la région touchée. Malheureusement, l'évolution de la situation sécuritaire sur le terrain n'a pas été à la hauteur des progrès réalisés sur le plan diplomatique, tandis que les parties n'ont pas encore respecté leurs obligations au titre de la résolution 2773 du Conseil de sécurité. Le nombre de victimes civiles a augmenté de façon spectaculaire. Les travailleurs humanitaires risquent leur vie pour apporter une aide limitée à une population dont les besoins ne cessent de croître. Les violences sexuelles liées au conflit persistent dans l'indifférence générale. On en parlait également tout à l'heure en titre. Le mouvement Bloquons tout en France gagne en ampleur, désormais soutenu par la quasi-totalité des partis de gauche et plusieurs syndicats. Cette mobilisation citoyenne née sur Internet appelle à paralyser le pays le 10 septembre pour protester contre le projet de budget de François Bayrou. Les détails, Amlem Senzitoni. Des publications sur les réseaux sociaux appelant à un blocage généralisé de l'Hexagone le 10 septembre prochain. Les mots d'ordre sont clairs, boycott, désobéissance et solidarité. Des premiers tracts annoncent avec ferveur une mobilisation nationale au mouvement Bloquons tout le 10 septembre, dont l'objectif est de dire stop à l'austérité de François Bayrou. De nombreuses corporations, syndicats et partis politiques se sont joints au mouvement. Le leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a appelé tous les insoumis à prendre part à ce mouvement de contestation, ainsi que tous les salariés à une grève générale lors de cette journée de mobilisation citoyenne. Les insoumis sont appelés à tous s'investir dans ce mouvement. Ça, c'est notre responsabilité. Et en respectant scrupuleusement l'indépendance politique de ce mouvement, parce que c'est la condition pour qu'il se répande de partout. Mais c'est notre devoir comme Parti populaire d'appuyer un mouvement populaire dont, au fond, personne ne sait au juste d'où il est parti et qui ressemble beaucoup à l'inspiration générale des Gilets jaunes. Nous souhaitons que les syndicats, dont c'est le pouvoir, les confédérations ont ce pouvoir, appellent à une grève générale ce jour-là pour donner à cette journée du 10 septembre une immense puissance. Les écologistes, eux, ont renouvelé leur soutien au mouvement lors d'un discours prononcé lors de l'université d'été du parti à Strasbourg, au nord-ouest de Paris. Marine Tondelier, la chef de file du parti, a confirmé la participation des militants écologistes au mouvement pour exprimer leur rejet au plan gouvernemental. Le mois de septembre va être émaillé d'ambiance en tout genre. Mais leur recul, non seulement on va continuer à les combattre, mais on va aussi les compiler. On va les donner à voir. Comment ? On va mettre en place dans les prochaines semaines, avec les écologistes, et en lien évidemment avec nos groupes parlementaires, l'Observatoire des reculs écologistes. La chef des écologistes accuse le Premier ministre François Bayrou d'adopter les idées de l'extrême droite dans l'élaboration des plans gouvernementaux et d'exploiter les opportunités pour accéder au Palais Matignon et rester en fonction. Avec François Bayrou, le feu n'est pas dans la cheminée. Il est dans nos forêts, dans nos régions. Et lui, il dit certes. Cet homme qui a tant de mal à se souvenir du passé quand il s'agit de Bétarame, mais qui pour le coup n'oublie jamais de penser à son futur, ça y a pas de problème. À tel point qu'on peut se demander si son unique travail au commissariat au plan n'était pas de préparer son plan à lui, son plan d'arrivée à Matignon. Une initiative qui se dit citoyenne, mais dont l'origine intrigue jusqu'au plus haut sommet de l'État, qui redoute l'émergence des mouvements pouvant s'apparenter aux Gilets jaunes. Une rentrée sociale périlleuse pour l'exécutif français, avec l'approche de la date fatidique et les contours du mouvement qui se dessinent de plus en plus clairement. Macron et Bayrou sont au plus bas des sondages. Les Français, eux, sont au bord de l'implosion. Dans notre dossier russo-ukrainien, l'armée russe a annoncé vendredi que ses forces avaient pris le contrôle de plusieurs colonies. Selon un rapport publié par le ministère russe de la Défense, du 16 au 22 août, les troupes russes ont pris le contrôle de 9 colonies dans les régions de Donetsk et de Dnipro. Les troupes russes ont également lancé 6 frappes à fragmentation, utilisant des armes de précision et des véhicules aériens sans pilote, frappant des usines de défense, des installations énergétiques, des raffineries de pétrole et des dépôts de munitions.
Et l'Ukraine célébrait ce samedi la journée du drapeau. À cette occasion, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a pris la parole, déclarant qu'il ne céderait pas de territoire à la Russie. Une déclaration faite alors que le président américain Donald Trump a renouvelé vendredi sa menace d'imposer des sanctions à la Russie s'il n'y avait pas de progrès vers un règlement pacifique en Ukraine dans 2 semaines, exprimant sa frustration envers Moscou une semaine après sa rencontre avec le président russe Vladimir Poutine en Alaska. Тимчасово окупованих територіях України. Хвилиною мовчання. Et voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Al24 News. À demain.